Le Sénégal est-il au bord du gouffre? En 2025, le pays de la Teranga fait face à une réalité inquiétante. Une dette publique qui explose, un État en difficulté et une économie en chute libre. Derrière les discours officiels d'optimisme se cache une vérité plus sombre. Une vérité que le régime précédent aurait tenté de dissimuler. D'après les chiffres révélés cette année, la dette du Sénégal s'élève désormais à plus de 25 368 milliards de francs CFA, soit plus de 119% du PIB national. Un niveau jamais atteint dans l'histoire du pays, qui place Dakar parmi les États les plus endettés d'Afrique de l'Ouest. Faussement estimé à 62% sous le régime de Macky Sall, le véritable taux d'endettement du pays a été révélé après l'arrivée du régime Diomaye Sonko perçu comme hostile aux intérêts français au Sénégal. La dette du pays a littéralement doublé, plongeant le pays dans un cycle infernal. Et le scandale ne s'arrête pas là. Le FMI, inquiet de la situation, a refusé d'accorder un nouveau prêt au Sénégal, exigeant d'abord une transparence totale sur la gestion de la dette. Résultat, une série de visites du fonds à Dakar, dont celle du mois d'août 2025 conduite par Edouard Gemayel, pour auditer les comptes publics. Pendant ce temps, le président sénégalais se rendait à Paris, espérant obtenir le soutien d'Emmanuel Macron afin que la France intervienne auprès du FMI pour demander une dérogation, autrement dit, une suspension temporaire du remboursement d'une partie de la dette. Mais ce n'est pas tout. Pour faire face à la crise, le gouvernement a lancé un vaste plan de redressement fiscal, avec l'augmentation de plusieurs taxes et de nouvelles impositions qui pèsent directement sur les ménages et les entreprises. En octobre, malgré un ton optimiste du FMI saluant quelques efforts de transparence, la réalité a rattrapé le pays. La dette sénégalaise a été réévaluée, et un nouveau scandale financier a éclaté, plongeant l'opinion publique dans la colère et la méfiance. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette spirale d'endettement, pour comprendre comment le Sénégal en est arrivé là, quelles sont les véritables conséquences de cette politique d'endettement sur les sociétés africaines, et surtout, comment cette situation s'inscrit dans la nouvelle doctrine du capitalisme global et les mécanismes modernes de l'impérialisme financier. Bienvenue dans une nouvelle vidéo géopolitique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez, et préparez-vous. Nous entrons dans une zone rouge, celle où l'économie rencontre la vérité. Le régime Sonko Diomaye, arrivé au pouvoir, s'est très vite retrouvé pris dans une spirale d'endettement profond, un piège qui lie désormais les mains des dirigeants sénégalais. Selon Sika Finance, à la fin du mois d'octobre, l'endettement du pays a été révisé et atteint désormais près de 130% du PIB national. La note du Sénégal a été dégradée dans le courant du mois, par l'agence Moody's, une des plus grandes agences de notation financière au monde, révélant une situation beaucoup plus grave que ce que les autorités laissaient entendre. Certains négligeant les risques liés à ce niveau d'endettement, mais ils ignorent que les intérêts à rembourser sont gigantesques et qu'ils influencent directement la politique intérieure et extérieure du pays. Derrière les chiffres, c'est tout un système de dépendance économique et politique qui se met en place. Plus le Sénégal s'endette, plus il perd sa marge de manœuvre diplomatique. Et ce n'est pas un hasard si cette situation coïncide avec le renforcement du contrôle des institutions financières internationales, notamment du FMI et de la Banque mondiale, qui conditionnent désormais leurs prêts à des réformes structurelles parfois impopulaires. Cette dette devient donc une véritable arme géopolitique, un moyen de pression sur le régime Sonko Diomaye, l'obligeant à s'aligner sur certaines orientations dictées de l'extérieur. En clair, la dette n'est plus seulement une question économique, elle devient une question de souveraineté nationale. Et aujourd'hui, elle agit comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus du Sénégal, un fardeau lourd qui pèse sur chaque décision du gouvernement et sur l'avenir même du pays. En effet, l'endettement d'un pays est souvent présenté en pourcentage du PIB. Mais pourquoi insistons-nous là-dessus? Et surtout, pourquoi est-il si important de distinguer le PIB du PNB? Le PIB, c'est le produit intérieur brut, autrement dit la somme de toutes les richesses produites à l'intérieur du pays, sur son sol, en une année. Mais attention, ce chiffre inclut aussi bien les richesses créées par les entreprises nationales que par les multinationales étrangères. Et c'est là que se cache la grande manipulation. Car quand on évalue la dette d'un pays comme le Sénégal en pourcentage du PIB, on donne l'impression que toutes ces richesses appartiennent au pays, alors qu'en réalité, une grande partie quitte le territoire sous forme de profits rapatriés par les entreprises étrangères. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Près de 90% du PIB ivoirien est contrôlé par des multinationales étrangères. Comment peut-on alors dire que ce PIB reflète la capacité réelle de remboursement du pays? C'est tout simplement une illusion comptable, une arnaque intellectuelle imposée par les institutions financières internationales pour masquer la véritable dépendance économique de nos États. Si l'on prenait comme référence le PNB, le produit national brut, c'est-à-dire la richesse réellement produite par les nationaux, ceux qui vivent, travaillent et paient les impôts dans le pays, alors le tableau serait tout autre. Ce sont ces citoyens, ces entreprises locales,
ces travailleurs sénégalais et ouest-africains qui supportent réellement le poids de la dette. Et si l'on calculait l'endettement à partir du PNB, le taux réel de la dette du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire dépasserait les 300%. En clair, les chiffres officiels sont trompeurs. Ils font croire à une solidité économique artificielle alors que, dans les faits, nos économies sont vidées de leur substance par les multinationales. Et cette manipulation des indicateurs économiques n'est pas anodine. Elle sert à maintenir nos États sous tutelle financière, à leur imposer des politiques d'austérité et à justifier de nouvelles dettes au nom de la croissance. Face à la pression des échéances de remboursement, le régime Sonko-Diomé, qui avait promis la rupture avec Paris et le bloc occidental, se retrouve aujourd'hui piégé dans la réalité du système financier mondial. Officiellement, le discours reste celui de la souveraineté et de l'indépendance. Mais dans les faits, les dirigeants sénégalais ont dû se tourner à nouveau vers Paris. Des contacts diplomatiques étroits ont été rétablis, notamment pour que la France intervienne auprès du FMI afin d'obtenir une suspension temporaire du remboursement d'une partie de la dette. Car la vérité, c'est que le service de la dette est devenu un gouffre colossal. En 2024, rien que le paiement des intérêts et du principal de la dette a coûté au Sénégal près de 1800 milliards de francs CFA, soit près de 25% du budget national. C'est une proportion énorme, car ce chiffre ne dépend pas du PIB comme aiment le rappeler les institutions financières, mais bien des ressources internes réellement mobilisables par l'État. Et c'est là tout le piège. Un pays peut afficher un PIB élevé, mais si ses recettes budgétaires internes sont faibles, il ne peut tout simplement pas faire face à ses obligations financières. Le Sénégal en est un parfait exemple. En 2024, le budget national était estimé à 7233 milliards de francs CFA, mais déjà avec un déficit de près de 10%. Autrement dit, même avec toutes ses recettes internes, l'État n'arrive pas à couvrir ses dépenses annuelles sans s'endetter davantage. Et le pire, c'est que cette spirale s'accélère. Pour l'année 2026, le budget prévisionnel du Sénégal est évalué à 6075,2 milliards de francs CFA. Mais tenez-vous bien, 4307,4 milliards de francs CFA de ce budget sont destinés au seul remboursement de la dette, soit environ 71% des besoins de financement du pays. C'est tout simplement insoutenable. Cela veut dire que près des 3/4 du budget de l'État vont servir non pas à construire des écoles, des hôpitaux ou des routes, mais à rembourser les créanciers étrangers. Le Sénégal s'endette donc pour rembourser la dette, un cercle vicieux qui enferme le pays dans une dépendance financière totale. Mais en réalité, le pays ne fait qu'avancer la date de la prochaine crise. Car à ce rythme, le service de la dette aspire toutes les recettes de l'État, ne laissant plus de marge pour le développement. Les subventions de l'État sera au fur et à mesure dans cette lancée réduite et le peuple sera frappé amèrement par le contre-coup. Cette situation invite les véritables économistes africains à repenser un modèle de développement fondé sur la valorisation des ressources locales, plutôt que sur une dépendance chronique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Car il est évident qu'un pays ne peut prétendre à la souveraineté économique s'il reste prisonnier des chaînes de la dette extérieure et des conditionnalités imposées par les institutions financières internationales. Le Sénégal, dans ce cas, n'est malheureusement pas une exception. D'autres pays d'Afrique de l'Ouest connaissent une situation encore plus critique. La Côte d'Ivoire, par exemple, est aujourd'hui beaucoup plus endettée que ne le laissent entendre les chiffres officiels. En réalité, son économie repose largement sur les capitaux étrangers, et son PIB artificiellement gonflé est dominé par les multinationales qui contrôlent les secteurs clés: cacao, télécommunications, énergie, banques et grande distribution. Autrement dit, si l'on retirait du calcul du PIB toutes les richesses réellement captées par ces multinationales, la véritable production intérieure ivoirienne serait bien plus faible, et le taux d'endettement réel du pays exploserait. Ce modèle, basé sur l'illusion de la croissance par le PIB, maintient les nations africaines dans un cycle sans fin, emprunté pour financer le remboursement de dettes contractées au profit d'un système qui ne bénéficie qu'à une minorité étrangère. Cette dépendance économique chronique a des répercussions profondes, non seulement sur la stabilité politique des États africains, mais aussi sur la cohésion sociale et la confiance du peuple envers ses dirigeants. Car lorsqu'un pays perd le contrôle de ses finances, il perd inévitablement le contrôle de ses choix politiques. Les politiques publiques deviennent alors dictées, non pas par la volonté du peuple ou les priorités nationales, mais par les institutions financières internationales et leurs partenaires. Les programmes dits de réformes économiques imposés par le FMI ou la Banque mondiale, sous prétexte de stabiliser l'économie, mènent souvent à des coupes budgétaires dans les secteurs vitaux: santé, éducation, infrastructures et emploi. Au Sénégal, cette situation a créé un climat social explosif. Le peuple, confronté à la vie chère, au chômage et à la pauvreté croissante. Les promesses politiques de rupture avec le modèle néocolonial se heurtent à la dure réalité des engagements financiers. Mais au-delà du Sénégal, c'est tout le modèle ouest-africain qui est en train de se fissurer.
En Côte d'Ivoire et au Bénin, on retrouve la même mécanique. Des économies dynamiques en apparence, mais fragiles dans leur fondement, car bâties sur la dette, les exportations de matières premières non transformées et la domination des multinationales. Cette dépendance a aussi un effet politique majeur. Elle réduit la marge de manœuvre diplomatique des États africains. Un pays lourdement endetté n'est plus libre dans ses alliances. Il ne peut s'opposer à ceux qui détiennent sa dette. C'est pourquoi, malgré les discours de souveraineté, beaucoup de gouvernements africains continuent de ménager les capitales occidentales, notamment Paris, Bruxelles ou Washington, dans l'espoir d'obtenir des allègements de dettes ou de nouveaux financements. Au final, cette situation met en lumière une vérité dérangeante. Plusieurs pays africains sont encore loin d'être réellement indépendantes. Le cas du Sénégal, tout comme celui de la Côte d'Ivoire, montre à quel point certains pays restent vulnérables aux pressions financières extérieures. L'endettement devient un instrument de contrôle politique et la souveraineté économique, un simple slogan. Mais tout n'est pas perdu. Une nouvelle voie est en train de naître, celle de la souveraineté économique, de la coopération régionale indépendante et du panafricanisme économique que prônent de plus en plus de jeunes économistes africains. Cette voie demande du courage, du réalisme et surtout une prise de conscience collective, comme on le voit au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Si vous partagez cette vision, alors soutenez ce combat. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche, partagez cette vidéo sur toutes vos plateformes Facebook, WhatsApp, X, Instagram. Car ça ne coûte rien, c'est gratuit, mais ça peut tout changer pour éveiller les consciences.